Et bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien tous. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir avec Nicolas qui est avec moi dans les locaux de Kérus sur Paris pour participer donc à cette session très exclusive du débriefing du CES. Merci à toi Nicolas. Avant de faire ton petite introduction, je voudrais vous rappeler que donc cette session est enregistrée, durera 1 heure. On va essayer de se laisser 10 minutes pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en amont. À la fin de cette session, on vous enverra un petit sondage afin de mesurer votre niveau de fun durant cette session. Et donc, faites-vous un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas si vous avez des recommandations, etc. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a l'immense privilège d'accueillir avec nous Nicolas Diacono. Donc, Nicolas, tu es fondateur de Dincotech et cofondateur de Courside Club. Bienvenue à toi. Donc, je te laisse te présenter. La scène est à toi. Ben merci. Écoute, on va faire un petit switch des micros pour éviter les effets d'écho. C'est bon. Donc vous devez m'entendre parfaitement. Donc effectivement, enchanté d'être avec vous ce matin. Et oui, j'ai la chance de couvrir le CES et la NRF chaque année en janvier aux États-Unis. Le CES étant la grand-messe des produits électroniques et la NRF la grand-messe, mais côté retail, un peu plus opérationnel. Donc du coup, on va faire un petit débrief des deux combinés sur les tendances qui vont impacter nos vies, mais aussi le business et le commerce. Avant tout ça, on va partager évidemment l'écran. Hop, hop. Et là, vous devez voir, effectivement, je vais réduire tout ça. On va réduire tout ça. On va partir au début, ça sera mieux. Voilà. Donc, les grandes leçons du CES et de la NRF 2024. Il faut savoir que le CES, c'était 130 000 participants, un peu plus de 100 pays présents, et la NRF, c'est 40 000 participants, et pareil, une centaine de pays présents. Donc, le CES à Las Vegas, la NRF à New York. Le vrai sujet, évidemment, c'était l'intelligence artificielle, on va pas se mentir, c'est le buzzword du moment, et il s'invite à tout va, et c'est vraiment un gros changement, une grosse accélération, sachant que c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis plus de 30 ans. Il y a eu un gros buzz il y a une dizaine d'années, et là, ça revient sur le devant de la scène, non pas pour les capacités, on va dire, purement technologiques, mais vraiment pour la facilité d'accès et les interfaces qui permettent une démocratisation des usages. Alors, autant vous dire, il y a beaucoup de bullshit aussi. Et ça, c'est une réalité aussi bien sur le CES que la NRF. À croire que dès qu'on a un logiciel, on fait de l'IA. En tout cas, quand on écoute toutes les startups, toutes les entreprises, ils mettaient IA, intelligence artificielle, partout. Alors, la réalité est que tous n'en font pas. Il y avait beaucoup de logiciels. Malgré tout, il y a vraiment des sujets, des questions qui reviennent chaque année sur la NRF notamment, c'est le fantasme du chariot connecté, donc qui est bardé de capteurs, qui utilise de la reconnaissance d'image, qui est censé faciliter vos courses. Sauf que dans les cas d'usage, même quand on va chez Amazon à Los Angeles, ça fonctionne bien, mais qu'à 98%, et dans la reconnaissance des produits. Donc fondamentalement, 2%, c'est quand même une marge d'erreur qui est très faible, mais bien trop importante pour que économiquement ce soit viable. D'autant plus qu'après, il y a tous les sujets d'entretien, de maintenance, des chariots avec des tablettes, la dégradation. Donc, j'ai vraiment du mal en termes business de voir des usages économiquement viables, en tout cas, autour de tous ces chariots connectés qui s'accélèrent. Hein. On en voit de plus en plus sur ces salons-là, aussi bien au CES d'ailleurs qu'à la NRF. Pour autant, il y a des vrais cas d'usage très pragmatiques en termes d'intelligence artificielle. C'est tout ce qui est reconnaissance d'image. Et ça, on le voit, on l'a vu émerger il y a déjà plus de 10 ans sur tout ce qui était analyse des flux, trafic, même segmentation des flux et du trafic. Et aujourd'hui, ça se déploie de manière très simple via tout ce qui est des mini-caméras qu'on va pouvoir mettre dans les rayons. Ici, c'est un magasin à New York qui s'appelle Westside. C'est une sorte de Whole Food mais indépendant. Sur les enseignes et qui permet du coup de faire du tracking
des flux, mais surtout d'analyser les ruptures en magasin et la fraîcheur des produits. Donc, ils travaillent ici avec SES Imagotag, enfin nouvellement Vusion, en fait, la caméra va analyser s'il vous manque des tomates dans le rayon d'en face, si ces tomates sont toujours fraîches ou pas, pour faire du réassort, éviter les ruptures. Donc, on va très, très loin sur ces reconnaissances-là et c'est assez intéressant parce que là, on est vraiment dans l'usage de l'IA, du computer vision, pour l'optimisation du business à part entière, notamment dans le rayon frais. On va évidemment avoir ça aussi au niveau de la supply chain. Et ça, c'est intéressant puisque cette année, Walmart au CES, pas à la NRF, au CES à Las Vegas, avait un énorme espace à l'extérieur du Las Vegas Convention Center où ils mettaient en avant toutes leurs solutions technologiques qui mettent à disposition évidemment des tiers, des entreprises. Et évidemment, l'intelligence artificielle était déployé à tout va. Le spatial computing également. Donc, ça fait le lien avec un peu les annonces d'Apple sur l'Apple Vision Pro. Ici, pas d'Apple Vision Pro, mais un smartphone qui fait de la reconnaissance d'image et qui, en réalité augmentée, va dire aux gens qui préparent les commandes quel colis prendre, mettre sur la palette ou quel produit prendre dans le colis pour mettre dans le carton qui va être envoyé au consommateur. Et l'étape d'après étant de construire la palette la plus stable possible. Donc, ils ont une IA qui s'appelle Palette Builder qui optimise l'agencement des cartons sur les palettes pour que ces palettes aient le moins d'effet possible sur les camions, qu'il y ait moins de dégradation également possible des produits. Donc, c'est assez intéressant. Et ils ont une troisième intelligence artificielle qui optimise les flux, la route utilisée par les camions. Et si vous regardez les chiffres, c'est assez dingue. Ils ont diminué de 33 millions de miles les distances parcourues par les 108 000 camions Walmart. Donc, c'est juste dingue en termes d'économie et donc de réduction d'émissions de carbone et puis en termes de coûts économiques. Il faut savoir que Amazon a un logiciel aussi de son côté ou une IA, selon comment on veut l'employer, qui fait exactement la même chose et qui, pour la petite histoire, dans les deux cas, on va optimiser aux États-Unis le fait de pouvoir tourner à droite suivant certains segments, puisqu'en fait, aux États-Unis, il faut savoir qu'au feu rouge, on peut tourner à droite. On n'est pas stoppé. Donc, ça permet de gagner du temps. Donc, toute cette logique-là est hyper optimisée par ces IA. Et du coup, ils mettent à disposition ces solutions-là au tiers. Et c'est assez dingue parce que c'est vraiment se dire que Walmart était présent comme ça au CES, c'est vraiment nouveau. D'autant plus qu'ils avaient une présence minimaliste à la NRF qui est plutôt dédiée dans leur core business parce que c'est le retail, c'est le commerce. Et pour autant, ils étaient beaucoup plus actifs sur le CES. On a de l'IA et ça c'est assez dingue parce que évidemment l'IA elle ne fonctionne que si on a de la donnée et la donnée est vraiment le cœur de cette guerre autour de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc là c'est un slide que j'ai pris chez Aldo. Donc Aldo c'est un distributeur de chaussures aux États-Unis et ils ont déployé un outil avec de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser la météo, qui permet d'analyser l'économie locale, nationale, régionale, ainsi de suite. S'il y a des événements autour des magasins, ce qui se passe en termes de réseaux sociaux, toutes ces tendances-là, pour alimenter, optimiser les stocks en magasin. Il y a une start-up française aussi qui a été primée à la NRF, qui s'appelle Automne, et qui, Automne, lui, permet de faire exactement la même chose. Et en fait, ils ont fait un test avec un magasin, et ils ont réussi à augmenter le chiffre d'affaires du magasin de 19% en réduisant le stock de 35%. Tout ça en optimisant, en faisant de la prédiction des ventes en fonction de tout l'écosystème qui allait autour de cette boutique-là. Donc, on voit des choses assez intéressantes parce qu'on sait que le stock, c'est un coût, c'est des contraintes et derrière, potentiellement, des pertes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser tout cela magasin par magasin pour avoir des ressources et des ventes beaucoup plus efficaces. Évidemment, tout part de la donnée et c'est vraiment le nerf de la guerre parce que même si vous avez le plus bel algorithme de la Terre, sans une donnée saine et viable, eh bien, l'algorithme, les résultats seront forcément soit biaisés, soit auront des incohérences. On va même pousser l'usage de l'IA beaucoup plus loin. Ça, c'était au CES, la startup qui s'appelle Imki, qui travaille avec The Couples. Et en fait, ils ont designé la nouvelle collection de The Couples dans la mode. Et pour faire cela, et en fait, ils ont injecté l'ensemble des données historiques de The Couples, de la marque, de l'enseigne, dans l'IA. Et l'IA a redesigné à travers des styles prédéfinis, en l'occurrence, là, c'était prendre un petit côté 70s, mais a redesigné en prenant l'historique de données
de tous les modèles créés depuis le lancement de The Couples, en prenant également les données associées aux usines de fabrication, aux contraintes de fabrication, pour créer des modèles qui soient viables économiquement, mais aussi en termes industriels pour la production. Donc, c'est assez dingue et il faut savoir que du coup, ils ont créé une collection en 3 à 4 semaines, alors qu'en général, ça prend plutôt 3 à 4 mois. Donc, on divise le temps et on gagne en efficience, en productivité grâce à l'intelligence artificielle. Et que ce soit à la NRF, vous avez Fashable qui fait un peu la même chose que Imki sur la mode. Vous avez Bunex qui était sur le CES qui fait un peu la même chose, mais lui sur les produits de beauté, où on va customiser, personnaliser vos produits de beauté grâce à de l'IA qui va analyser votre peau, la granularité de la peau, enfin voilà, tous ces éléments-là pour faire à la demande des produits de beauté. Donc on est vraiment ici sur des usages, on n'est pas sur du ChatGPT ou du Midjourney, on est vraiment sur des choses très très concrètes, opérationnelles, d'usage de l'IA et pas simplement sur de la communication et du contenu. On a une hyper-automatisation également, et cette année à la NRF, mais aussi sur le CES, énormément de robots, normalement des robots sur la logistique. Donc là, je vous ai mis un transpalette autonome, donc sans pilote, pour les entrepôts. On a également Doosan, qui est une société coréenne, un conglomérat coréen, qui fait évidemment des pelleteuses, des camions monstrueux pour les carrières, les choses comme ça, tout ça autonome. Donc c'est des choses qui fonctionnent, qui se déploient. Les John Deere également ont des tracteurs autonomes pour l'agriculture. On a une startup Avidbots qui fait des robots pour nettoyer les magasins autonomes, sans personne. Et puis on a même ici, donc là c'était avec Qualcomm, des robots industriels ici pour faire des friteuses dans la restauration rapide. On sait qu'il y a des grosses problématiques de main-d'œuvre dans la restauration aujourd'hui, alors beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France. Et donc, comment pallier à ce manque de main-d'œuvre? C'est, on peut dire malheureusement ou heureusement, après ça dépend des angles qu'on prend, utiliser des robots pour pallier à ce manque de main-d'œuvre dans certains métiers. Et ça, c'est des vrais cas d'usage qui se déploient et qui s'accélèrent dans beaucoup de verticales où il y a ce gros manque, évidemment, de main-d'œuvre depuis la crise du Covid. On a des IA qui vont être très utiles, notamment ici, moi là je vous parle en français, mais imaginons on est des personnes d'une dizaine de pays qui parlent pas français, je pourrais faire cette même présentation avec une traduction instantanée via des devices ou directement via mon ordinateur. Alors je vous ai mis quelques exemples comme Vasco ou Time Kettle qui permet, Time Kettle qui permet de parler dans une quarantaine de langues, ce qui est assez dingue. Donc vous imaginez bien dans le commerce et le commerce international, ou même dans les boutiques de luxe ici à Paris, vous avez un client russe ou autre, la personne qui parle russe du magasin n'est pas forcément disponible, et vous pourrez quand même vous faire comprendre si cette personne ne parle pas anglais. Voilà, grâce à ces petits écouteurs d'échange. Et encore une fois, je vous ai mis toujours un petit slide sur le côté un peu bullshit qu'on peut trouver sur ces salons-là, mais ça fait partie du folklore. C'est ici une IA qui va traduire ce que votre bébé, l'écrit de votre bébé. Bon, je suis un peu dubitatif sur la véracité scientifique du sujet, mais ça fait partie aussi du charme de ces salons, que ce soit le CES et la NRF, mais surtout au CES globalement. Il y a aussi des choses un peu loufoques comme cela. Alors là, ça c'est un vrai cas d'usage et ça prend la continuité de ces robots. C'est les méta-humains. Donc en fait, on va faire des avatars qui ressemblent à des humains, trait pour trait, ou alors on les gamifie un petit peu plus, et comme celui de gauche qui s'appelle Bithumans, Gibran AI qui est une société coréenne et ainsi de suite. Donc tout ça pour vous dire que c'est une vraie tendance. Il faut savoir que l'an dernier, à la NRF et au CES, il n'y en avait que 1 ou 2 qui étaient présents. Cette année, il y en avait des dizaines. Et notamment sur la NRF à New York, vous avez Bithumans qui est sur l'avatar, la jeune demoiselle qui lève la main à gauche de l'écran et qui donnait les directions sur le salon, et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, il y a du monde, il y a du flux, à 2-3 mètres de l'écran, quand je parlais en anglais avec mon accent français, elle me comprenait et elle me donnait les bonnes informations par rapport aux questions que je posais. Donc, alors il y a toujours une petite latence de 15-20 secondes avant qu'elle vous réponde, évidemment, mais ça fonctionne et c'est assez bluffant et c'est à un autre niveau
que Amazon Alexa ou Google Home, qui n'est pas toujours des plus perspicaces en termes de compréhension. En l'occurrence, ça fonctionne. Et pourquoi c'est en plein boom? Encore une fois, même raison que pour les robots dans la restauration, c'est le manque de main-d'œuvre en magasin physique. Aux États-Unis, ils ont une vraie pénurie de main-d'œuvre pour trouver des vendeurs, des conseillers en magasin. Et du coup, ils commencent à déployer des agents virtuels comme ceci, des méta-humains, pour répondre aux questions. Et les premiers tests ont été menés dans des stations-service Chevy aux US avec Samsung et du coup dans le rayon du vin. Et il faut savoir que le temps moyen de passage en station-service qu'on faisait dans la boutique, c'est 2 à 3 minutes. Et là, ils ont augmenté à 10 minutes sur le rayon du vin pour faire du conseil et de la recommandation pour les gens qui voulaient acheter du vin avant d'aller dîner chez leurs amis, ainsi de suite. Ils passaient en station-service. Et derrière, ils ont fait une logique aussi de gamification pour du coup créer de l'engagement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et du coup, ils sont en train de réfléchir à des déploiements dans d'autres métiers, notamment dans la mode, mais aussi les produits électroniques. Et encore une fois, c'est toute la donnée que va fournir le retailer sur l'ensemble des produits qui va faire la valeur du discours que va tenir cette IA conversationnelle à travers ces robots. Il y a également des choses qui ont été faites au musée d'Orsay, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec Van Gogh, où il a un double numérique, où ils ont recréé une personnalité en fonction des textes historiques de Van Gogh sur sa personnalité, qui il était, pour qu'il vous réponde comme il vous aurait répondu si vous l'aviez rencontré dans la vraie vie, avec évidemment la capacité à vous donner des informations sur qui il est, comment il fonctionne, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est des choses qu'on va voir s'accélérer, à mon sens, dans le magasin physique, mais aussi dans le e-commerce, évidemment. Donc vraiment un sujet à suivre sur ces méta-humains qui vont se déployer. On a de l'IA un peu partout, en mode gadget. Ça, c'était au CES. Des IA dans les fours, des IA dans les barbecues, pour vous aider à ne pas rater vos merguez ou vos chipolatas cet été. Bref, ça va un peu dans tous les sens. Il y a aussi des choses très, très intéressantes, par contre. C'est la photo de droite, c'est Nuvilab. C'est une société coréenne, encore une fois, qui a un scanner alimentaire et qui a déployé différentes verticales. Le premier, c'est de savoir votre bilan calorique quand vous mangez. Donc, vous prenez une photo, reconnaissance d'image, il vous dit votre bilan calorique. Et en fait, eux, derrière, ils vont vous vendre des compléments alimentaires grâce à une machine qui va les personnaliser le soir, quand vous rentrez chez vous, pour que vous ayez un bon équilibre alimentaire. Et ils ont déployé ce scanner alimentaire pour la gestion des déchets, pour les restaurations, pour les magasins, pour savoir exactement les quantités qu'ils jettent. Et du coup, encore une fois, alimenter des IA pour faire de la recommande et optimiser le merchandising, les produits disponibles en magasin en fonction de l'historique des déchets jetés. Pareil sur les menus dans les restaurants, adapter la carte en fonction de ce qui est vraiment consommé versus ce qui n'est pas consommé pour limiter les déchets et donc derrière aussi l'impact écologique. On va avoir des IA pour être beau. Ça, c'était L'Oréal, la conférence au CES. Donc, le CEO de L'Oréal est venu sur scène pour présenter Beauty Genius, qui est une sorte de chat GPT de la beauté, avec lequel vous allez prendre en gros un selfie vous allez vous prendre en selfie, puis en fonction de votre état, au réveil, au matin ou le soir, peu importe, il va vous recommander des produits de beauté, du maquillage, de la crème et ainsi de suite, pour que vous ayez évidemment l'air le plus frais, en tout cas plus disponible quand vous allez travailler ou quand vous allez en soirée. Et donc, cette tendance, pourquoi j'en parle? Puisqu'en fait, on voit une vraie tendance, et il y en a eu plusieurs, je vous ai mis L'Oréal, mais il y en a eu plein d'autres, c'est qu'on arrive à un déploiement de compagnons d'intelligence artificielle qui va se retranscrire soit dans votre smartphone, soit dans des robots, c'est ce qu'a présenté Samsung avec Bolly ou LG avec son robot compagnon, où on a une sorte de chat GPT, compagnon de vie, et qui devient l'interface privilégiée, une sorte de Jarvis, si vous vous souvenez d'Iron Man, pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Et pas simplement sur la beauté, alors que L'Oréal, eux, sont focus beauté, mais LG et Samsung, c'était vraiment dans tous vos points de vie, que ce soit même sur la vidéosurveillance, pour pouvoir derrière faire de la visio, vous aider dans le travail, faire du e-commerce grâce à la voix. Enfin bref, énormément de choses pour que ce robot, cette IA compagnon, vous accompagne tout au long de votre vie. Et évidemment, le but ultime, c'est le maintien des personnes âgées à domicile grâce à ces IA compagnons, puisqu'il faut savoir qu'il y a un hyper-vieillissement des populations et qu'à horizon, par exemple, 2060, en Chine, il y aura pas loin d'1,5 milliard de personnes de plus de 65 ans. En Europe, on devrait avoir entre à peu près un tiers de la population qui a plus de 65 ans également.
Donc, on a une hyper accélération de ce vieillissement, mais ça veut dire qu'aussi que le monde de la tech c'est qu'il y a un business à terme et comment l'IA va permettre d'assurer ce maintien et cet accompagnement des personnes âgées à domicile grâce aux compagnons d'IA qui auront été implémentés au fil de nos vies en tant que consommateurs. Donc, c'est une vraie tendance aujourd'hui. Beaucoup de marques, de constructeurs, de fournisseurs déploient des IA compagnons sur la verticale métier qu'ils ont. Et encore une fois, tout part de la donnée. Hop là. On va avoir des IA pour avoir du style. Je vous ai montré tout à l'heure Imki. Bah ici, c'est pas pour créer des produits, mais c'est pour vous accompagner en termes de styliste avec un chat GPT en l'occurrence, une sorte de chat GPT mais pour la mode. Et c'est un AI styliste. Et ça, on va le voir se démocratiser. C'est vraiment un cas d'usage où demain, vous scannerez votre garde-robe. Vous scannerez le matin en disant voilà, j'ai un meeting, je viens faire une conférence chez Kérus sur un débrief du salon NRF et CES, comment je dois m'habiller. Il vous recommandera en fonction de ce que vous avez dans votre garde-robe, ou si vous avez 2-3 jours devant vous, il vous dira non, pour avoir la classe ce matin, va acheter un t-shirt avec un dessin de Jeff Koons, par exemple, comme je porte aujourd'hui, voilà, et ainsi de suite. Et puis, vous le commanderez en ligne, vous sera livré sous 24 heures. Enfin bref, on peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est cette tendance, comme je vous disais, de l'IA compagnon sur le shopping. Ça, c'est un cas d'usage très concret qui va arriver très vite et qui fait déjà écho avec ce qu'a fait Zalando avec ChatGPT sur son application mobile, qui est déjà en ligne dans certains pays. Alors, juste à la fin de la NRF, le 18 janvier, Samsung a ouvert un magasin pour le lancement du S24. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est la première fois que je vois en termes marketing, en tout cas, qu'on ne parle pas vraiment des spécificités techniques du smartphone, c'est-à-dire l'écran, les puces, voilà, enfin tous ces éléments-là, tout était basé autour de vous achetez le Samsung S24 et vous avez le meilleur assistant d'intelligence artificielle pour vous accompagner dans votre vie. Tout était marketé autour de cela. Et en gros, ce qui m'a fait dire qu'on avait, du coup, on n'achetait plus de smartphone, mais on achetait un AI phone. C'était un changement autour de ces produits électroniques, grand public. Le smartphone qui nous accompagne depuis 2008. Eh bien, demain, on n'achètera non plus un smartphone, mais un iPhone. Et peut-être que la véracité de l'AI fera en sorte qu'on ira chez tel ou tel constructeur de smartphone. Donc, on attend évidemment avec impatience iOS 18. Il y a beaucoup de rumeurs sur ces sujets-là. En tout cas, c'est déjà le cas chez Samsung, chez Google, avec le Pixel 8, vous pouvez tester Bard. Et ce qui était assez dingue chez Google, c'est qu'ils avaient un stand aussi au CES, à Las Vegas. Et ils présentaient Google Duet, Google Bard, plein d'applicatifs mobiles. Et en fait, dans le magasin à New York, ces applicatifs étaient déjà déployés en test, en usage. Donc, il y a le temps entre ce que vous voyez au CES et ce que vous voyez en magasin, c'est considérablement raccourci. Puisqu'en fait, il s'est passé une semaine. Donc, c'est assez incroyable. Et moi, il y a une fonctionnalité sur Google Duet qui est assez dingue sur les emails, donc dans Gmail, qui va analyser tout votre historique d'emails, comment vous avez répondu à chaque personne, et derrière, vous proposer des réponses aux prochains emails que vous allez recevoir automatiquement. Bon, faut faire fi de la privacy sur vos emails. J'espère qu'il n'y a rien de tendancieux, mais en tout cas, il va tout analyser et savoir comment vous répondez à vos amis, comment vous répondez à vos parents, comment vous répondez à votre boss ou à vos collègues, et en fonction des sujets de qui vous parlez. C'est assez bluffant pour l'avoir testé. C'est même un peu inquiétant, je trouve, même si on sait tous que Google accède à toutes ces données-là. Pour le coup, là, c'est avéré et assumé. Mais il y a un vrai sujet, c'est que demain, tous nos devices connectés ne seront plus des smart devices, mais seront des AI devices, puisque l'intelligence artificielle va s'implémenter en local et pas simplement dans le cloud, comme aujourd'hui dans les requêtes qu'on fait quand on utilise du ChatGPT. Demain, ça sera vraiment intégré directement en natif dans la smartwatch que je porte ou dans le smartphone et ainsi de suite. Et donc, on va arriver à une évolution. C'est que on parle de commerce omnicanal. Demain, on va parler d'AI commerce, un commerce qui sera piloté, augmenté grâce à l'intelligence artificielle, qui sera peut-être la fin des applications mobiles telles qu'on les connaît. On a vu au CES le gros buzz autour du petit device Rabbit, qui est censé être une sorte de... Alors, moi, je suis très dubitatif sur le sujet, et très critique. Une sorte d'Amazon Alexa mobile, on va dire. Mais demain, pourquoi acheter un device en plus alors que ça pourrait être directement dans son smartphone?
et c'est ce vers quoi on va tendre, où on aura effectivement une interface utilisateur, interface homme-machine, ne sera plus forcément le bouton sur le logiciel, le clavier ou l'écran de mon smartphone via l'application. Ça pourrait être potentiellement uniquement la voix à terme ou un mix hybride voix et tactile, voix et clavier pour créer l'interface utilisateur homme-machine grâce à l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence l'AI conversationnelle qui est en pleine accélération depuis quelques mois et qui s'est démocratisée avec évidemment ChatGPT qui appartient à OpenAI et qui appartient à Microsoft. Et c'est ça qu'il faut aussi se retenir, c'est qu'aujourd'hui, le grand gagnant dans le domaine de la tech, autant ils sont complètement loupés sur les smartphones, autant sur l'IA, Microsoft est l'un des grands gagnants de ce shift. Autre sujet essentiel, notamment la NRF, c'est le e-commerce, donc le marché de la seconde main. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère, évidemment, et notamment chez les jeunes générations. Alors, les jeunes générations privilégient la seconde main, quand on va regarder les chiffres ici, notamment sur la Gen Z et les millennials, qui n'est pas forcément une dimension écologique, même si on nous le vend de ce côté-là, qui est plutôt une dimension économique face à l'inflation. C'est pouvoir avoir toujours le style de la classe et avoir un peu tendance en utilisant des produits de seconde main, ce qui a un impact moindre, évidemment, sur le porte-monnaie et sur le pouvoir d'achat, puisque les coûts, évidemment, sont moins chers que le neuf. Et donc, c'est en plein boom. Ici, on a vu beaucoup de... déjà, il y a de plus en plus de magasins qui s'ouvrent en France sur cette logique-là. C'est la même chose aux États-Unis. Et évidemment, il y a déjà des premières solutions qui se mettent en place, comme Treat, des fournisseurs de solutions, qui proposent la clé en main d'avoir l'outil pour créer sa marketplace quand on est une marque de la seconde main, où ils vont s'occuper de tous les éléments contraignants, notamment la partie logistique, vérification des items, la logistique, et ainsi de suite. Donc, c'est assez intéressant. C'est la première année qu'on voit des fournisseurs de solutions sur le marché de la seconde main. Alors ça, c'est un petit coup de cœur, ça s'appelle Croissant. C'est une fintech, une startup fintech qui, quand vous achetez en ligne votre produit, donc si vous achetez le plugin à Chrome, ils vous donnent le prix. Donc, vous avez le prix d'achat, vous pouvez l'acheter vers leur service. Et ils vous donnent aussi le prix de revente à 1 an, à 2 ans. Donc, il vous garantit un prix de revente quand vous achetez un sac chez Prada, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est assez intéressant dans cette logique économique et on voit potentiellement des ouvertures de business, de nouveaux entrants qui vont pouvoir changer le mode économique, le financement de cette seconde main sur des produits à forte valeur ajoutée. Et c'est vraiment des choses, à mon sens, à regarder de près. Et puis, on va peut-être arriver demain dans le commerce, et là où il y a des opportunités business, comme ici Houdini qui a été mis en avant par la société GDR à la NRF. Parce que Houdini, aujourd'hui, quand vous allez dans leur boutique en Suède, eh bien, ils proposent tout. Vous pouvez aussi bien acheter du neuf que de la seconde main, que faire la location ou de l'abonnement sur le même produit. Donc ça, c'est assez dingue et c'est peut-être ce vers quoi on va tendre demain dans l'ensemble du commerce, notamment la mode, produits électroniques et ainsi de suite, même les articles de sport, on l'a vu, hein, Decathlon fait déjà de la location sur certains produits. Vous avez de l'abonnement sur les vélos, par exemple, en France, qui existe toujours chez Decathlon. Voilà, donc on peut trouver différents business models pour être vertueux et surtout gagner de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre quand même dans le business, dans le commerce. C'est aussi la logique économique. Et Houdini a été mis en avant par GDR, grosse société de conseil dans le retail. Puis on a des choses plus pragmatiques et ça c'était assez drôle de voir à New York des consultants parler du Leclerc de Quimperlé, et oui, ici avec sa barquette en alu, avec Bernie, une start-up en fait qui permet de recycler les barquettes. Alors c'est assez dingue parce que ici, alors je sais pas, il y a des bolos, voilà, des pâtes à la bolo. La barquette doit vous coûter 3 ou 4 euros et il y a une consigne de 2 euros pour vous inciter à ramener la barquette parce qu'économiquement c'est beaucoup plus intéressant parce que ces barquettes sont réutilisables une quarantaine de fois. Donc, du coup, on va pouvoir adresser ces éléments-là. Et derrière, c'est la logique aussi d'éduquer en incentivant au maximum les consommateurs sur le fait de ramener la consigne. Et ça a un sens à mon goût par rapport à une conférence que j'ai suivie sur le CES qui est assez intéressante où une société spécialisée dans la blockchain estimait que économiquement, mondialement, on devait revoir les codes, utiliser la blockchain pour incentiver et récompenser en fait les entreprises qui sont éco-responsables. Et pas simplement récompenser la transaction, mais récompenser de manière économique tous les gens, via de l'argent, des crypto-monnaies en l'occurrence,
les gens qui consomment, qui changent leur consommation, leur fonctionnement pour être de plus en plus éco-responsables et créer une économie de l'éco-responsabilité à part entière avec une monnaie à part entière. Alors, maintenant, le design et les services dans le commerce américain. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est pas d'aller en magasin et voir le foutoir qu'on voit ici sur la photo. C'est déjà, et ça, c'est assez dingue, c'est Swarovski qui a créé un nouveau flagship sur la 5e avenue qui reprend les codes du luxe, alors que Swarovski, on n'est pas sur le luxe. Hein. Le panier moyen, je crois, chez eux, c'est autour de 200 ou 300 euros. Donc, on est loin du luxe. Et pour autant, quand on rentre dans le magasin, c'est hyper chaleureux. Moi, je l'appelle le magasin bonbon ou le magasin macaron à voir dans le design. Et on a envie d'y rester, on s'y sent bien. Il y a du digital média sur les écrans qui remplace les miroirs, avec le design des miroirs. Ils ont fait énormément de collaborations, notamment avec des marques comme Puma, dans la boutique. Et pourquoi ce flagship? En fait, c'est pour déployer et s'attaquer à l'Amérique du Nord. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a simplement 5 magasins Swarovski. Et ils veulent faire de cette boutique à New York sur la 5e avenue comme l'étendard qui va permettre de croître aux États-Unis. Et je vous présente ce magasin-là parce que en même temps, l'autre côté de la rue, sur la 5e, il y a Tiffany's. Tiffany's Landmark. Ils ont ouvert une nouvelle boutique après plusieurs années de rénovation. Alors, c'est le domaine du luxe, c'est très beau, mais c'est hyper froid. Et pour moi, c'est hyper déceptif. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. Alors oui, c'est très beau, c'est très, très soft à mon goût, trop blanc, trop clean, trop propre, et ça manque de chaleur. Et en l'occurrence, ici, Swarovski a réussi à le faire. Et ça fait partie des nombreuses conférences que j'ai pu voir sur l'ANRF, où en fait, on disait retour au basique, retour à l'enchantement, à créer un peu des vibes, de la chaleur quand je vais en magasin physique. Parce qu'en fait, l'objectif, ça doit pas être une obligation d'aller en magasin physique. Ça doit être une envie, un besoin. Et tout ça passe par l'expérience et le fait de s'y sentir bien. On a des choses un peu moins classe, mais quand même, il faut parler. C'est Contact Sport. Alors, Contact Sport, c'est un magasin que j'ai trouvé au détour des rues de Soho, qui est un magasin de sextoy. Et pourtant, quand on est devant la façade, moi, je pensais que c'était un magasin de sport. Ils avaient pris le design d'un vestiaire de sport hyper luxueux et ainsi de suite, avec des produits mis en main, mis en scène de manière assez simple. Il y avait des produits de sport, des chaussures, des t-shirts. Alors je rentre dans la boutique et en fait c'est uniquement des sextoys. Et j'ai trouvé qu'on pouvait être classe malgré tout dans ce monde de brut via ces outils-là. Donc c'est pour le petit clin d'œil, comme quoi on peut faire des choses plus ou moins raffinées malgré tout vis-à-vis de tout ce qui est sex toy. Pour autant, le service est clair au cœur du retail aux États-Unis. Et ici, c'est le nouveau magasin Petco. Donc Petco, c'est pour les animaux de compagnie. Et en fait, ils ont fait un barbershop à l'équivalent de ce qu'on aurait pour des êtres humains. Il y a une cuisine où ils cuisinent tous les jours des produits faits pour les animaux. Il y a même une station de lavage pour les animaux, si vous voulez le faire vous-même, comme pour les voitures, hein, avec différentes tailles de bacs en fonction de la taille de chien. Donc vous allez au kiosque, vous payez votre jeton. Derrière, vous pouvez laver votre chien. Le sécher, il y a le sèche-cheveux ou séchoir pour votre animal de compagnie. Il y a un espace également pour des cours de dressage de votre chien, pour aussi l'apprendre à se socialiser avec d'autres animaux. Il y a une carte géante dans le magasin, au fond du magasin, avec tous les parcs où les chiens sont admis autour du magasin. Donc c'est super bien fait. Et encore une fois, ce qui est dingue dans le service et la connaissance client, donc là c'est de la data, mais on va dire de la data un peu humaine, c'est que le manager du magasin connaît tous les prénoms des chiens qui sont fidèles, en tout cas les maîtres qui ont des chiens fidèles au magasin. Et donc c'est assez bluffant. Hein. On voit la personne rentrer avec son chien et il dit Hey Tommy quand il parle au chien. Il dit bonjour au chien avant de dire bonjour au maître. Et j'ai vu ça avec 2-3 personnes. Je me suis dit mais c'est un truc de dingue. Donc je suis allé voir le responsable du magasin et il nous explique que oui, il connaît tous les prénoms des chiens, en tout cas des animaux qui sont les plus fidèles via les maîtres de la boutique. Donc en termes de service client et de data management, on est plutôt pas mal sur ce côté-là. Et encore une fois, c'est le service VIP à tout va. Il y a également une clinique vétérinaire dans la boutique. Donc on adresse tous les pans de vie, on va dire, de l'animal de compagnie et de son maître et du parent. Parce qu'évidemment, ici, on est sur les pet parents qu'on adresse par ce biais-là. On peut customiser ses baskets. Donc, vous voyez, donc, je me suis fait des petites baskets aux couleurs de mon autre startup, Courtside Club, qui est une startup Web3 et sport de haut niveau, ici. Et ça prend, alors, le plus long, c'est de faire le design. Il y a une machine, vous pouvez importer n'importe quelle de vos photos via un QR code. Et après, c'est la sélection de ces designs-là. Et ça prend, sinon, en impression,
1 minute chrono. Et il y a un vernis, ce qui fait que même quand il pleut, je l'ai mise, ça tient. C'est assez dingue et ça coûte simplement 8 $. Pour autant, pour y accéder, il faut acheter une paire de chaussures neuves dans le magasin. Donc, c'est assez intéressant, cette démocratisation, on va dire, de la customisation en termes de levier business pour créer des produits uniques et avoir quelque part un souvenir. Et moi, je suis persuadé qu'ils vont le déployer. Donc, c'était chez DSW, un retailer spécialisé dans la chaussure et qui est le premier retailer de chaussures aux États-Unis. On peut aussi customiser son lipstick, son rouge à lèvres. Ici, c'est Lip Lab à Soho, où je vais pouvoir choisir la couleur, choisir les ingrédients, graver le petit tube de mon rouge à lèvres, ainsi de suite. Enfin, moi, je peux le personnaliser à foison et c'est une vraie tendance dans le commerce. C'est l'hyper-personnalisation qui va aussi s'accélérer avec l'IA générative. Vous pouvez imaginer que demain, vous venez avec votre prompt en magasin pour customiser le visuel sur un t-shirt, customiser votre paire de baskets et ainsi de suite. C'est des choses qu'on va voir émerger. On a aussi le magasin source d'inspiration. Ici, c'est Pop-Up Grocer, donc qui n'est pas un pop-up store, hein, mais qui est un magasin qui reste toute l'année et qui, vous voyez, a une sorte de magasin de curation sur l'alimentaire et les produits de beauté. Et ce qui est assez dingue chez eux, alors ils font clairement le lien entre leur compte Instagram et la boutique en termes de social commerce. Et ce qui est assez dingue, c'est chez eux sur leur site e-commerce, c'est que vous pouvez filtrer les produits par les communautés que vous voulez soutenir. Donc, vous avez un filtre, vous voulez un produit qui vienne d'une entreprise qui a été fondée par une femme, qui soit une femme queer, enfin LGBT, qui soit en même temps musulmane, ça serait possible. Vous avez les filtres, vous pouvez cocher les cases et il va vous mettre en avant les produits qui correspondent à toutes les cases communautaires que vous souhaitez soutenir. Alors, ça fonctionne aux États-Unis. En France, je dois vous dire, ça, on n'y arrivera pas. Mais voilà, c'est fait partie du marketing business. Et le magasin est assez intéressant de cette logique-là. C'est vraiment le magazine qui se renouvelle tous les 3 mois pour faire découvrir des nouveaux produits alimentaires, des nouveaux produits de beauté et ainsi de suite. Et puis, cette logique également de marketing communautaire. Donc, au final, quand on regarde tout ce qui se passe autour du retail, hein, il y a des mutations anticipées. Le social commerce. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais TikTok, que vos ados doivent utiliser, le vrai nom c'est Douyin, Musical.ly au tout début quand ça arrivait en France, est une plateforme e-commerce en Chine. C'est le deuxième e-commerçant sur tous les produits de beauté en Chine. C'est TikTok. C'est juste hallucinant. Ça devient une marketplace à part entière. Donc, on va avoir un social commerce qui va disrupter et changer le business du retail et faire apparaître des nouveaux entrants. On a aussi des startups comme Replica qui permettent de faire des vendeurs magasins, des influenceurs en ligne. Ici, ils ont déployé chez Sephora en Allemagne. Imaginons que je sois vendeur chez Sephora. J'ai la capacité de générer des URL uniques sur mes réseaux sociaux pour générer de la vente. Et chaque fois que quelqu'un clique et achète un produit, eh bien, je reçois une commission. Donc, en étant le rôle du vendeur, d'influenceur, hein, quelque part, c'est un influenceur, le vendeur, au-delà du mur du magasin, mais aussi sur les réseaux sociaux. On a ici, et ça c'était Bulgari, des choses qui vont être très intéressantes, notamment dans le domaine de la mode, de l'électronique. C'est qu'on a une réglementation européenne en 2030 qui va obliger d'avoir un Digital Passport Product, un DPP, où on va enregistrer toute la traçabilité des composants utilisés dans les produits, l'origine de ces produits-là, le taux de réparation, enfin bref, tout ce qui va avec. Ça, évidemment, enregistré dans la blockchain. Donc, on va utiliser la technologie des NFT, des non-fungible tokens, pour faire autre chose que des petits singes et de la spéculation, pour vraiment faire de la traçabilité et un outil de Product Relationship Management. Et c'est comme ça que Bulgari l'a présenté. Et ça, c'est très, très intéressant. Et encore une fois, on parle de la donnée. On peut valoriser la donnée de la composition de la basket, de sa traçabilité, comment je vais pouvoir réengager mes consommateurs. Et Bulgari, concrètement, eux, ils disent c'est la fin du Customer Relationship Management, on passe au Product Relationship Management, parce que dans les sacs Bulgari, ils ont intégré une puce NFC qui va pouvoir interagir avec votre smartphone et qui devient le canal de relation client. C'est-à-dire que via cette puce NFC, vous pouvez accéder à des tutos, accéder au site e-commerce, accéder à des produits qui iraient bien avec votre sac à main, mais aussi accéder au SAV, à la conciergerie de Bulgari, et ainsi de suite. Et donc, le DPP est peut-être demain le nouveau vecteur de relation client, un nouveau canal à travers le produit qui va émerger, le tout porté par la blockchain. En tout cas, à suivre de près. Et ils l'ont fait avec la blockchain Oura, qui est en lien évidemment avec LVMH.
Donc, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on arrivait à un EA e-commerce, bien évidemment, donc à prendre en compte. On a une santé connectée quand on passe sur notre vertical qui est en plein boom. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hypervieillissement des personnes, des populations, grâce à évidemment l'amélioration de la santé. On arrive à des thérapies géniques qui permettent d'adresser des grosses maladies génétiques, neurodégénératives ou voire même certains cancers. Et donc, on va avoir un gros vieillissement. On a du coup un business de la santé connectée qui est en pleine accélération avec les smartwatches, les bagues connectées comme les bagues Oura Rings. On a des matelas connectés qui analysent votre position, votre état de sommeil, votre respiration, votre rythme cardiaque. Donc, pour les personnes, imaginons demain, crise cardiaque en plein sommeil, on peut alerter les urgences automatiquement pour qu'elles viennent essayer de vous sauver. On a également des exosquelettes qui se démocratisent et qui sont pas invasifs, on va dire, quand on voit la taille sur la photo de droite, pour, encore une fois, accompagner les personnes âgées dans la pratique physique ou les personnes en situation de handicap. Et c'est le coût, quelque part, demain d'un smartphone. Et on va pouvoir, du coup, vous accompagner dans votre vie sur le maintien des personnes âgées. Donc, c'est un business vraiment ultra grandissant qui s'accélère. On a aujourd'hui la capacité, comme ce que fait WeThings avec son nouveau device, d'avoir un stéthoscope connecté. Vous n'avez même pas à le coller sur votre peau. Directement, il va prendre votre rythme cardiaque, votre taux d'oxygénation, pas mal de données vitales qui va pouvoir partager avec votre médecin, soit avant un rendez-vous, soit en suivi quotidien. On a des outils qui permettent, comme Vivo, avec des petits devices qui permettent de faire des tests d'urine à domicile soi-même. On a également des solutions, pareil encore une fois à domicile, qui permettent de tester la qualité du sperme. Quand vous voulez avoir des enfants, vous n'êtes pas sûr, on peut faire des tests à domicile. Enfin voilà, c'est assez dingue, ça va sur plein de choses. Et on voit une démultiplication sur le CES des stands sur la santé. Et c'est un business qui s'accélère de manière dingue. Et j'imagine qu'avec l'IA, ça va aller encore plus loin. On a évidemment le tech pour le maintien des personnes âgées à domicile. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, le petit robot d'LG, c'est la photo de droite. On a des lampes connectées ici comme EliQ avec une IA conversationnelle également pour accompagner les personnes âgées dans le maintien, pour faire des exercices travaillés face aux maladies neurodégénératives, par exemple, et ainsi de suite, avoir la télémédecine, bref, énormément de choses qui vont se déployer par ces acteurs-là. On a aussi ça sur les animaux connectés. Je vous parlais de Petco. En fait, l'Apple Watch que j'ai à mon poignet, c'est la même chose pour votre chien. Demain, pour votre chat, il aura son collier connecté qui va mesurer son rythme cardiaque, qui va le géolocaliser, qui va lui faire de l'exercice, lui dire voilà, et tiens, vous avez la balance, ou tiens, il a pris un peu de masse de graisse, faut le faire une balade. Vous avez la litière connectée pour les chats qui analyse même les urines, les excréments de votre chat pour savoir s'il est en bonne santé et qui évidemment se nettoie toute seule. Vous avez même, alors ça c'est pour moi c'est le comble de l'AI washing, l'IA qui est censée comprendre ce que votre chien veut vous dire et ça c'est hyper important. Bref, voilà, donc il y a énormément de choses et la pet tech c'est un business en plein essor, en pleine croissance qui à horizon 2025, donc demain, devrait faire x3. Donc, c'est en pleine accélération et notamment avec toutes ces logiques de gadgets ou de santé connectée. L'automobile, c'est un vrai sujet au CES à Las Vegas. L'automobile, il faut savoir que depuis, ça a commencé avant le Covid, 2 ans avant le Covid, c'est vraiment devenu le salon de la prospective dans la mobilité et l'automobile. Les plus gros constructeurs y viennent présenter leur concept car ou leur vision de la mobilité. Il y a des nouveaux entrants, évidemment, qui arrivent, comme VinFast. VinFast, c'est un acteur vietnamien qui, à la base, a des supermarchés. C'est comme si demain, Leclerc devenait un constructeur automobile. Maintenant, alors VinFast, le Vin Group, ils ont aussi des hôtels, enfin, ils ont plein de choses, des cliniques, et ainsi de suite, et ils font des voitures qui vendent aux États-Unis. On a Foxconn à droite, qui a fait un conglomérat en Chine pour faire des voitures électriques. Donc, c'est fabricant du smartphone qui fait une voiture également. Et puis, on a Sony qui a annoncé il y a 3 ans au CES qu'ils allaient construire une voiture. L'an dernier, ils ont présenté leur partenariat avec Honda. Et cette année, donc en 2025, ils vont pouvoir vendre les voitures pour qu'elles soient livrées en 2026. Et évidemment, leur objectif à eux, c'est de faire la voiture un lieu de divertissement.
c'est pas simplement un lieu pour vous déplacer du point A au point B, c'est un espace pour travailler, pour consommer des médias. Et évidemment, Sony va mettre en avant toutes les licences qu'ils ont sur les films et ainsi de suite, les jeux vidéo avec la PlayStation, dans la voiture, directement. Et ce qui fait que demain, la voiture va être un nouveau canal de consommation. Et ça a été présenté chez Samsung et chez LG ou chez Qualcomm. En fait, on fait de la voiture un canal de vente, un moyen de paiement. Et ça, Meta Shopping, c'était chez LG. En fait, eux, ils ont fait un OS pour la voiture connectée qui va récupérer toutes les données, encore une fois, toujours la donnée, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez avec votre voiture. Vous passez devant une vitrine, il va pouvoir reconnaître par reconnaissance d'image les produits mis dans la vitrine, l'enseigne, le site e-commerce. Et si ça vous plaît, vous cliquez dessus, vous les achetez en un clic. Vous croisez quelqu'un qui vous trouvez qui a du style, qui vous adorez, je sais pas, sa casquette ou ses lunettes de soleil, eh bien en un clic, la voiture va les reconnaître et va vous proposer des produits similaires. Vous pourrez les acheter directement dans votre voiture. On arrive, notamment aux États-Unis, à ce qu'on appelle le On My Way Shopping, parce qu'il faut savoir qu'un Américain passe en moyenne 1 heure par jour dans sa voiture, donc c'est du temps de perdu. Donc comment exploiter cette heure dans la voiture à travers du shopping? Et ben on va y arriver de plus en plus avec les voitures qui sont bardées de capteurs, avec les autopilotes, et puis demain à terme la voiture autonome, même si ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend. Je pense qu'on va attendre encore au moins une bonne dizaine d'années avant de la voir dans les rues. Mais c'est en train de se déployer pour les taxis, notamment aux États-Unis. Moi, j'ai pu tester des voitures autonomes taxi au CES ou à Austin, dans les rues d'Austin, quand je vais à South by Southwest. Et ça va se démocratiser. Donc, dans cette voiture taxi, demain, vous pourrez aussi faire votre shopping. Et puis, on est dans une softwareisation de la voiture, comme je vous ai expliqué. Donc, voilà, ça, c'est le tableau de bord de la voiture de Sony. Mercedes, pareil. Ils sont venus au CES, ils ont présenté 2-3 véhicules, mais surtout, ils présentaient quoi? Leur système informatique pour la voiture, avec toute la logique derrière de divertissement. Mercedes, je pars dans le logiciel, on n'est plus là à vous dire la voiture, c'est telle puissance, le 0 à 100 km/h en tel temps de secondes. On vous dit, nous, j'ai le meilleur operating system, j'ai la meilleure expérience utilisateur dans ma voiture. Un petit peu comme on vend un smartphone aujourd'hui. Et puis, ça, c'est dingue, tous les constructeurs annoncent effectivement faire soit développer leur propre agent IA, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, soit faire des partenariats avec ChatGPT ici comme Volkswagen. Et le plus drôle à mon sens, c'est BMW qui était sur le stand de Amazon. Et moi, quand je suis passé dessus, j'ai vu LLM Base Car Expert. Je me suis dit, tiens, ils ont créé un nouveau LLM, enfin une nouvelle IA conversationnelle en dehors d'Alexa pour la voiture. Alors, je vais demander à un des responsables et il me dit, ah ben non, c'est Alexa. Donc, vous voyez, tellement l'image d'Alexa est pas si bonne que ça en final, dans les cas d'usage, qu'aujourd'hui, ils l'ont rebrandé en mode LLM, parce que c'est le buzzword, c'est ce qui fait vendre, pour attirer évidemment les gens dans ce côté-là. Et toujours, le côté compagnon, encore une fois, mise en avant, mais rassurez-vous ou pas, c'est juste Alexa derrière. Et on va conclure avec un peu d'espoir quand même. La Tech for Good, c'est quelque chose qui est en train de monter. Faut savoir que je crois qu'en France, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 1,5 million de personnes en situation de handicap, il me semble. Et en fait, c'est ça dans beaucoup de pays. Donc, c'est un business. Et on voit le monde de la tech qui s'adresse au monde du handicap avec par exemple, des tapis de course pour les fauteuils roulants, pour pouvoir faire son sport à la maison, des cannes connectées pour les personnes avec des problèmes de vue, des lunettes aussi qui vont permettre d'enregistrer les conversations si vous avez des problèmes d'audition et vous retranscrire le texte sur le carreau de la lunette et ainsi de suite. Donc, on voit énormément de solutions technologiques, un peu gadget pour l'instant, mais qui se déploient pour adresser le monde du handicap. Et ça, c'est nouveau sur le CES. Alors ça, c'est démocratisé. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans et maintenant, il y en avait partout. Encore une fois, au CES, c'est des solutions pour capter l'humidité de l'air et la transformer en eau potable. Et ici, on peut faire à peu près entre 10 et 15 litres d'eau uniquement à travers l'humidité qu'il y a dans l'air. Même dans les déserts, il y a de l'humidité, il faut le savoir. Et donc, c'est des vrais cas d'usage d'accès à de l'eau potable, notamment dans des sites reculés ou dans des zones où il n'y a pas trop d'accès facile. Donc, c'est peut-être une autre façon de voir l'accès à l'eau potable, au-delà de simplement des puits qu'on peut creuser dans le désert. Peut-être que demain, on aura des bornes comme celle-ci pour peu qu'il y ait de l'électricité via des panneaux solaires pour récupérer de l'eau potable. Et puis, alors, tous les providers et les constructeurs de produits électroniques disaient, voilà, moi, demain, pilote
ta consommation énergétique grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va être aussi le moyen de piloter, de diminuer ses consommations électriques, et donc du coup sa facture, ce qui est une somme toute logique vu les envolées des prix de l'énergie, et tous, hein, autant qu'ils soient, avaient des IA pour optimiser le mode énergie. Et puis alors, ça c'était dingue, la plupart des constructeurs automobiles venaient présenter, non pas des concept cars, mais le fait qu'ils travaillent sur l'hydrogène et qu'ils se positionnent en fournisseur d'énergie via l'hydrogène, notamment Hyundai, à travers des déchets organiques. Ils font du biogaz, du biométhane, après qu'ils transforment en hydrogène. Et enfin, c'était assez impressionnant. Et notamment la Corée, on sent que la Corée est très, très active là-dessus. Et les États-Unis, parce qu'il faut savoir que l'État américain a un fonds, je crois que le chiffre, j'ai plus le chiffre très précisément, mais c'est plus de 300 milliards de dollars à investir dans l'économie hydrogène. Donc, l'ensemble des startups, des acteurs vont déployer, se déplacer aux États-Unis parce que pour les États-Unis, c'est un levier stratégique, géopolitique à terme, de maîtriser la chaîne de l'hydrogène et d'être le leader mondial sur le sujet. Et puis, on a aussi le côté biomimétisme avec des microalgues. Ici, une startup Biomitech qui permet d'absorber le carbone grâce à des microalgues et donc ils veulent déposer leur sorte de bioréacteur dans des parkings, dans des centres-villes, dans des stations-service. Et c'est une sorte d'arbre mécanique futuriste basé avec des microalgues pour capter évidemment le CO2 et les polluants automobiles. Donc, affaire à suivre sur ce sujet-là. Voilà, il va nous rester quelques minutes pour les Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie. Effectivement, beaucoup de choses paraissent assez dingues. Mais moi, j'ai une phrase que j'adore qui s'appelle « L'impossible est souvent le plus probable ». Et repensez à 2017, si on vous avait dit il y a une pandémie mondiale et une guerre en Ukraine, vous auriez dit que les gens sont complètement fous. Et pour autant, c'est arrivé, malheureusement. Donc, il faut toujours se dire que dans ce cadre de l'innovation, l'impossible est souvent le plus probable. Voilà, je vous remercie et on va reprendre, on va arrêter le partage, hop, et on va basculer sur les Q&A et je suis à votre disposition. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas dans le chat ou n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup Nicolas, je pense qu'en montant à travers ton micro, on va activer comme ça. On retient quelques innovations un peu farfelues. Ah, toujours. Hein. Je pense notamment au papier avec des litières connectées. Je me demande si à un moment on ne va pas arriver à une surexploitation où tout objet du quotidien devient un instrument de data. C'est pas faux, c'est pas faux. Tout devient de la data. Tu parlais de AI washing, je trouve que c'est un terme qui est très intéressant en fait. On a vu cette notion pendant très longtemps sur le greenwashing. Aujourd'hui, on est quand même plutôt sur de l'AI washing. Est-ce que le fait de mettre AI pendant un certain temps va être un argument de vente jusqu'à l'inverse, où on va parler plutôt de pas de sécurité? Ouais. Je me pose cette question, ouais. Non, mais c'est une réalité en fait, et on l'a vu déjà il y a 10 ans. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était autour de 2000, ouais, peut-être 2010, plus de 10 ans. Il y avait un gros buzz autour de l'AI, du machine learning, deep learning. Et en fait, moi, sur les salons, quand j'allais au Web Summit ou quand j'allais à d'autres salons, les startups mettaient machine learning and AI, deep learning and AI, enfin bref. On était dans ce côté-là et après, c'est retombé, ça fait pchit. Alors là, on est sur un autre niveau quand même où on voit qu'aujourd'hui, ça devient vite opérationnel et ça intègre vite le grand public, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Hein. On était vraiment sur la dimension B2B. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du grand public. Tout le monde a accès à ChatGPT, on est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Enfin bref, il y a une hyper accélération de l'adoption des techs qui fait que ce retour, ce pchit entre guillemets autour de l'IA, je le vois pas arriver en tout cas. Pour autant, il faut faire attention à tous les gens qui se proclament experts en IA et ainsi de suite, parce que cette expertise-là, elle est maîtrisée par un pouillème de personnes et pas une majorité. Et en même temps, l'IA générative, c'est pas magique non plus. On a vu Instacart qui a fait le bad buzz, j'avais utilisé de l'IA générative pour faire pour illustrer des recettes de cuisine avec du poulet siamois par exemple. Enfin, plein de bêtises comme ça. Parce que l'IA a besoin d'être supervisée, contrôlée par les humains. Et encore une fois, l'IA n'est viable que si la donnée est viable. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Je vois, on a une question de Kevin sur pu aborder les contraintes liées à la sécurité, l'éthique, la gouvernance à mettre en place au sein des structures qui utilisent l'IA. Alors, sur ces salons-là,
Pas vraiment. On va dire qu'on est pleine balle, un peu à l'américaine, hein. On y va à fond et après on verra ce que ça va donner. Alors qu'en Europe, c'est plutôt le contraire. On va réguler d'abord et puis après on va voir ce que ça va donner. Il y a vraiment cette dichotomie, hein, US, enfin Chine-US et puis Europe sur la régulation, sur l'éthique, où on voit qu'on a deux mondes différents et qui abordent la tech différemment. Où effectivement cette notion d'éthique et de sécurité, elle a quand même été un peu abordée sur le côté deepfake, les risques des deepfakes, des manipulations autour de la démocratisation de l'IA. On voit d'ailleurs, hein, il y a tous les jours des news de scams, de phishing. Il y a un CEO, je crois, où ils avaient fait un jumeau, enfin une deepfake quoi, avec une vidéo, je crois, et ils avaient dupliqué sa voix et il s'est fait faire un virement de je sais pas combien d'euros. Enfin voilà, donc ça c'est des choses qui vont arriver malheureusement, qui vont faire partie des enjeux aussi de géopolitique, des élections. Vont avoir beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux. Alors ça, moi, je l'avais vu, mais pas au CS ni à l'ANRF, mais à South by Southwest l'an dernier, où le Pentagone, en fait, il y a une étude qui a été menée par le Pentagone et ils font de l'IA générative et des réseaux sociaux la première menace pour la stabilité de l'État américain. Et donc, c'est pas étonnant. Ouais, non, mais c'est assez dingue, hein. Et le Pentagone disait que, enfin, la start-up qui travaille avec le Pentagone, qui relatait ça, disait que justement le Pentagone avait pour objectif, enfin, eux, ils aimeraient bien que les réseaux sociaux soient interdits aux moins de 18 ans pour limiter la manipulation des jeunes générations qui sont les plus influençables et qui sont les plus enclins aussi à se rebeller. Donc on voit toute cette dimension d'éthique, de gouvernance, de sécurité qui est entremêlée, hein. Alors après, quid de la vie privée, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et c'est en ce sens, moi, que je trouve très intéressant des séries comme Black Mirror, qui peuvent, pour certains, paraître farfelues, mais qui en fait sont toutes basées sur des cas concrets et hyper réalistes. Et on permet de se projeter, mais il y a des vrais sujets là-dessus, ouais. Et ça va s'accélérer, à mon avis, sur la sécurité. C'est passionnant. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions? N'hésitez pas, hein, ceux qui sont encore avec nous, à répondre au sondage, de dire ce que vous en avez pensé. Encore merci à toi, Nicolas. Moi, j'aurais quand même une petite question. Ouais. Durant ces deux événements, si tu devais retenir une innovation qui t'a le plus marqué, laquelle ça? Bah, moi, franchement. Par le paquet. Non, ouais. Non, franchement, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les méta-humains. Qui aussi avait fait le buzz. On a vu il y avait des avatars conversationnels, je me souviens chez Ikea il y a une dizaine d'années et autres. Mais là, on arrive à un niveau qui est du niveau de ce qu'on trouve dans les jeux vidéo en termes de qualité graphique et avec des interactions qui sont assez bluffantes et perturbantes parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'humain. Et je pense que c'est des choses qu'on va voir démocratiser dans les écosystèmes retail, e-commerce, dans le gaming aussi, au sens large. Et je pense qu'à terme, on aura ce côté Jarvis, comme je disais, avec un méta-humain dans son domicile qu'on pourra personnaliser, qui va s'adapter en fonction de nos cas d'usage. On a des sociétés dans le real estate aux États-Unis qui travaillent là-dessus. Visite virtuelle. Même pas visite virtuelle, c'est que vous avez votre Jarvis qui apparaîtra sur l'écran de votre télé, sur l'écran de votre frigo demain, enfin, dans 20, 30, 40 ans, qui sera votre compagnon, quoi, clairement. Et ces méta-humains, enfin, moi, la technologie a hyper progressé ces 2-3 dernières années. Et je suis assez bluffé par ça. Peut-être que Facebook avait vu juste, on se remet en méta. Ouais, alors, le métaverse, c'est un autre sujet. Il y a eu beaucoup de buzz là-dessus et bon, il n'a jamais vraiment existé. Il existera peut-être dans 20, 30 ans. Même si on se dit que le gaming, c'est du métaverse, qui est pas loin de l'être, des plateformes comme Roblox, c'est 70 millions d'utilisateurs par jour. Ouais, c'est pas mal. Et c'est plusieurs millions de dollars de business, d'achat de produits virtuels. Donc en fait, il n'existe pas, mais quelque part, il existe quand même. Je vois qu'on a une autre question qui, je pense, est un rebond sur ce que tu disais, à l'inverse des innos sur la sobriété et le low-tech. Alors, pas vraiment. Alors surtout le CES, on n'est pas vraiment sur cette mouvance-là. Même si il y a de plus en plus de choses. Alors c'est pas vraiment du low-tech, mais on est plutôt sur des innovations technologiques qui vont utiliser le monde du vivant pour typiquement produire des protéines sans animaux, par exemple. Donc ça, on va modifier des bactéries et vont se nourrir de méthane, de déchets de sucre de l'industrie agroalimentaire et créer de la protéine qu'on peut coder pour de la protéine de poulet, de bœuf, ainsi de suite. Après, ça fait de la bouillie, hein, c'est pas très
pas très beau, mais ça se fait. Pareil dans les œufs, on arrive à recréer des œufs de synthèse sans poule pour l'agroalimentaire. Et ça, il y en avait une start-up française, alors je trouve en plus un nom j'aime beaucoup, qui s'appelle Papondu, la start-up, et qui fait ça en fait, qui remplace l'œuf dans l'industrie agroalimentaire avec des combinaisons de produits organiques et végétal, pardon. Et donc voilà. Mais après, vraiment sur ce côté purement low-tech, à mon sens, c'est pas le sujet de ces salons-là en fait. On va plus se retrouver par exemple sur un slush à Helsinki ou un South by Southwest. D'accord. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Okay. Bon ben, on fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a autant intéressé que j'ai l'impression la passion que nous a transmis Nicolas. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec les webinaires Kerus. Et sinon, vous pouvez suivre Nicolas sur les réseaux avec ses très belles boîtes. Merci. Merci encore et à très vite. À très bientôt. Merci pour l'attention. À bientôt.